Bien content de vous accueillir au lancement de notre ouvrage Le management à l'ère numérique. C'est un projet sur lequel on travaille depuis environ 2 ans. Donc, c'est un aboutissement d'un long travail. On est bien content. Euh, je vous présente d'emblée Ariane Ollier-Malater, la co-directrice de l'ouvrage. Euh, au département ORH de l'ESULCAM et moi, je suis Xavier Parent-Rochelot, professeur au département de gestion des ressources humaines ici à HEC Montréal. Euh, on tient à remercier d'emblée les presses de l'Université du Québec, qui est la maison d'édition avec laquelle on a travaillé. On tient aussi à remercier les gens du CRIMT de nous avoir accueillis au sein du colloque, de nous avoir fait de la place dans un programme déjà bien riche et bien chargé. Donc, merci. Un peu à la dernière minute aussi, on doit le souligner. Euh, Bienvenue aux gens à distance. Est-ce que vous m'entendez? Je présume que oui. Si ce n'est pas le cas, faites-nous signe. Euh, et à ceux et celles qui seraient peut-être ici présentes ou présents pour le cocktail, bonjour, parce qu'on est le seul événement au programme avec un cocktail ce soir, ben, bienvenue. On a tous fait ça, je pense, à l'occasion dans des colloques. Sachez toutefois que vous devrez patienter un petit peu parce que le cocktail est en deuxième portion de l'événement. En première portion, on a la chance d'avoir six, ben, du moins cinq pour l'instant, six, on l'espère, des auteurs qui ont signé les chapitres du livre et qui vont nous présenter rapidement leur chapitre dans quelques minutes. Suite à quoi, on a la chance d'avoir Christian Lévesque, professeur titulaire ici à HEC Montréal, co-directeur du CRIMT, responsable de l'axe travail à l'Obvia, donc expert des questions, bien sûr, de transformation numérique du travail, qui viendra animer une discussion avec les auteurs en deuxième partie. Donc, les auteurs qui sont présents, auteurs et auteurs présents, Ariane, Olivier Malater de l'EGUCAM, Sarah Pérez-Lauzon, professeure ici, département de gestion des ressources humaines HEC, Noura Jabaji de l'Université Laval, département des systèmes d'information, voilà, merci, Rwanda Kwako, département de gestion des ressources humaines ici à HEC, et Vincent Passier du même département. Et on attend peut-être, ben, on l'espère, Frédéric Plamondon qui devrait joindre à nous du département de management de l'EGUCAM. Voilà. Avant de leur céder la parole, j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur le livre, et Ariane aussi, on va dire quelques mots sur le livre dans sa globalité, en commençant peut-être par la genèse du livre. Tout ça est parti d'une invitation que nous avons tous les deux reçue séparément, sans le savoir, la maison d'édition, à produire un livre, invitation que nous avons d'abord déclinée, il faut le dire. Et c'est dans une discussion peu de temps après qu'on a appris qu'on avait été invité à peu près pour le même livre et qu'on a refusé l'invitation. Finalement, on a décidé de poursuivre les discussions avec eux et finalement de le faire ensemble. Parce que, bon, on sentait le besoin de changer, d'apporter des petites modifications à l'angle qui nous était proposé. L'angle initial qui, qui, qui était proposé, c'était un manuel pédagogique sur l'IA en gestion des ressources humaines. Je ne sais pas toi comment ça t'avait été présenté, mais moi, c'est de cette façon, c'est ce projet-là qui avait été proposé. Et moi, j'avais des bonnes réticences, disons, parce que je me disais, il est beaucoup trop tôt, c'est prématuré, on n'a pas de certitude, on ne sait pas quoi dire aux étudiants en termes de quoi faire, quoi ne pas faire, de cas d'usage, de bonnes pratiques, tout ça. Il y a trop à dire avant sur les enjeux et les risques, les enjeux de pouvoir, de discrimination, d'inégalité, etc. Euh, donc, on a réussi, ben, en fait, on est fiers du projet qu'on leur a proposé, qu'ils ont accepté, c'est-à-dire un collectif qui, euh, qui permet à 25, 24 ou 24 auteurs de s'exprimer sur leur expertise, sur les enjeux multiples du management à l'ère numérique. Et pourquoi on a choisi de mettre l'emphase sur le management? Parce qu'on croit que le management doit et devrait faire partie des leviers d'action et non, et non des risques
en matière de transformation numérique. Et pour reprendre le terme du colloque, on croit que le management doit faire partie des utopies et non des dystopies de cette transformation. Et il faut dire que le management est lui-même soumis à des transformations importantes dont on ne parle peut-être pas assez. Euh, voilà, donc le livre tel qu'on l'a envisagé répond à deux besoins, voilà, un double objectif. Le premier, c'est un besoin d'information. Parce que paradoxalement, malgré la surabondance d'informations sur l'IA et sur la transformation numérique, ben, on entend qu'il y a un besoin d'information pour les gestionnaires, les managers, d'informations claires, vulgarisées et surtout, je dirais, en français. Donc, c'est le premier objectif. Le deuxième, il est peut-être de recadrer le discours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours fatalistes sur l'IA et les transformations numériques. Il y a aussi beaucoup de discours techno-optimistes ou techno-solutionnistes. Et ben, on n'avait peut-être pas de tribune en français ou de publication en français avec un regard posé qui reconnaît les risques comme les limites. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs des auteurs ont choisi d'aborder leur angle à travers des scénarios et non à travers des certitudes, comme on aurait sans doute dû le faire là, avec un manuel pédagogique. Donc, en poursuivant ces deux objectifs, le livre s'adresse à un triple lectorat des étudiants. D'ailleurs, il est déjà au programme en ce moment même de certains cours universitaires de deuxième cycle et il le sera pour d'autres cours, donc on est bien content de ça. Des étudiants, donc des praticiens et des chercheurs. Maintenant, une fois qu'on a réfléchi, Ariane et moi, au périmètre de l'ouvrage, euh, aux angles principaux, notre travail en était un principalement de chef d'orchestre, ou je dirais même de coordination, parce qu'il faut le dire, tout le mérite, la richesse du contenu revient aux 24 auteurs qui ont signé les chapitres euh, du livre. Euh, Avant de céder la parole à Ariane, on a tout un tas de personnes à remercier. Mais je vais être très bref. D'abord, les auteurs, euh, tous les auteurs et tous les auteurs pour leur générosité, la richesse de leur expertise. Mais aussi, je dirais, pour leur réactivité et la qualité de leur collaboration, parce que je pense que ça peut faire toute la différence dans ce genre d'expérience-là. Donc, on vous remercie énormément. L'équipe des PUC, euh, bien sûr, qui nous a épaulés là, et soutenus depuis le début. Et, euh, et pour avoir aussi été les véritables initiateurs du projet. Et enfin, quelques étudiantes et étudiants qui nous ont aidés. Là, je vois Jade et Isabelle. On vous remercie beaucoup. Et Ashkan, je ne sais pas s'il est présent, il est pas là, mais on le remercie. Voilà. Sur ce, je te cède la parole. Merci Xavier. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. Alors, je voudrais simplement vous présenter les chapitres, la structure et les chapitres de l'ouvrage pour ceux qui ne l'auraient pas encore déjà parcouru, pour aussi rendre grâce et donner un petit peu de visibilité aux nombreux auteurs. Certains sont ici, mais pas tous. Donc, je vais les nommer en même temps que je vais vous dire sur quoi portent les chapitres, en espérant que ça vous donnera envie de le lire, que ça vous mettra l'eau à la bouche. Donc, nous avons 15 chapitres qui constituent cet ouvrage et qui sont répartis en 3 parties. Les 3 parties sont énoncées dans le titre. Vous voyez, on n'est pas du tout psychorigide. Hein, c'est nouvelle pratique, nouvelle réalité et nouvelle régulation. Donc, la première partie se penche sur les pratiques qui sont nouvelles ou modifiées à l'ère numérique. Le premier chapitre est signé par Valérie Psyché et Diane Gabriel Tremblay. Il présente les transformations des organisations liées à l'IA et les nouveaux impératifs en matière de compétences au travail. Le second par Julie Dextra-Gauthier, Justine Dima et Marie-Hélène Gilbert, qui analyse les manières dont l'IA fait évoluer la fonction et les pratiques de GRH, notamment en matière d'acquisition des talents et de développement des compétences. Le troisième chapitre est par Laurent Giraud, en Belgique, donc, qui nous amène sur le terrain des gestionnaires en examinant la question des compétences managériales à l'ère de l'IA.
Le quatrième chapitre par Pamela Lirio et Anaïs Jasco aborde le thème du marketing des ressources humaines et des médias sociaux en gestion des RH, ce qui est lié aux innovations technologiques. Le cinquième par Gaël Cachat-Rossé s'attaque à la question du double tranchant de l'IA en matière d'équité, diversité et inclusion au travail. Et cela boucle notre première partie sur les pratiques nouvelles ou modifiées. La seconde, c'est une collection que moi j'aime beaucoup parce qu'elle distingue des nouvelles réalités de l'ère numérique qui sont pour certaines préexistantes aux transformations, mais largement facilitées ou même pour d'autres provoquées par la transformation numérique. Donc là, c'est nous qui avons choisi des thèmes. Hein. Pour être transparent, on pourrait avoir 30 chapitres sur ces thèmes-là, mais on a choisi ceux pour lesquels on savait qu'il y avait des expertises intéressantes et qui pouvaient intéresser les chercheurs, les praticiens, les étudiants. Le premier thème, c'est les incivilités numériques au travail par Aurélie Laborde et Valérie Carayol. Des incivilités qui sont propulsées par la virtualité croissante du travail et des échanges professionnels. Le second, c'est le nomadisme numérique par Claudine Bonneau et Jérémy Harol, qui analyse le méta-travail requis par la mobilité constante. Le troisième, c'est bien entendu, ça aurait été difficile de faire l'impasse, le travail hybride et les divers contextes et modalités qui amènent à repenser le rôle du gestionnaire de proximité, donc par Emmanuel Léon. Le quatrième, par Luc Cousineau, Xavier Parent-Rochelot, Étienne Charbonneau et moi-même sur la surveillance électronique au travail. Et le cinquième, sur le travail de plateforme et la gestion par algorithme sur ces plateformes par Noura Jabaji et Marie-Ève Dufour. La troisième partie, également extrêmement importante, interroge les régulations possibles en lien avec les enjeux que pose le numérique. Donc, nous avons un chapitre par Sarah Pérez-Lozon qui nous amène sur le terrain de l'action collective régionale comme levier de la concertation des parties prenantes. Vincent Pasquier qui fait état de la transformation des syndicats et de leur action et qui classe les divers modèles syndicaux qui se dessinent. Julie Garneau qui présente la négociation collective comme un moyen de régulation de la puissance des algorithmes en milieu de travail. Frédéric Plamondon, qui vient d'arriver, qui pose un regard éthique sur les usages de l'IA en management, qui synthétise les risques encourus et les diverses perspectives pour l'encadrer. Et Urbana Kwako, qui aborde les principales dispositions législatives québécoises en matière d'IA et formule des recommandations pour un déploiement plus juste. Donc voici un bref tableau de ce livre. Et maintenant, nous allons avoir le plaisir d'avoir nos auteurs qui détaillent leurs chapitres. Un mot sur le déroulement juste avant. Comme vous le voyez, pour les auteurs là, qui ne seraient pas du colloque, il faut toujours parler devant le micro pour des raisons de traduction simultanée et d'enregistrement. Tout ça, c'est pas pour amplifier le son dans la salle, mais c'est pour les gens à distance et relativement près. Il faut bien tenir le micro. Donc, il y aura à peu près 25 minutes de discussion, de présentation des chapitres. Ensuite, 15 minutes de discussion par Christian. Quelque part là-dedans, il y aura le traiteur qui va arriver vers 17h35-40. Donc, il se peut qu'on doive prendre une petite pause pour leur laisser le temps de s'installer, 5 minutes. Et voilà, on poursuivra. Et après, il y aura le cocktail. Donc, voilà. On commence dans un ordre parti. Commençons par Sarah, tiens. Je m'étais assise ici pensant que je serais au moins pas la première. Donc, merci Xavier, je vais m'en rappeler. Prochaine réunion de département. Donc, merci beaucoup de votre présence. Le chapitre que j'ai écrit s'appuie sur des travaux que j'ai faits, que j'ai menés entre autres avec des collègues, dont Christian. Donc, j'ai hâte d'avoir ta question. Il s'intéresse à l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier, puis la question de la régulation, donc comment l'espace régional et l'action collective régionale peut contribuer à l'intégration des technologies de 4.0 au sein des différentes régions. Il repose sur deux idées, puis un cas illustratif. La première idée, c'est de dire qu'est-ce qui se passe au sein des espaces régionaux. Ça a une incidence sur la capacité des organisations, des gestionnaires à identifier des technologies, des trajectoires technologiques, intégrer le 4.0 et aussi prendre des décisions de gestion en matière de profil de compétences et de gestion suite à l'intégration de l'industrie 4.0. Première idée. Puis la deuxième, c'est que les régions puis les entreprises ne sont pas égales face aux enjeux d'industrie 4.0. Donc ça, je m'appuie beaucoup
sur des écrits en géographie économique. Le chapitre regarde le cas de l'industrie aérospatiale, la grappe aérospatiale de Montréal, où, à travers un héritage de plusieurs années d'actions collectives, de collaboration entre différents acteurs, on voit qu'il y a eu le développement de ressources, de liens de collaboration, donc de ressources collectives, qui, en premier lieu, ont ciblé les PME du secteur. Donc, c'était vraiment avant l'arrivée de l'industrie 4.0. On a ciblé les PME comme étant et les gestionnaires comme étant des acteurs importants de la compétitivité du secteur aérospatial. Et par la suite, au fil des années, l'industrie 4.0 s'est présentée dans le secteur. Puis dans la grappe de Montréal, on a décidé de travailler collectivement à identifier des trajectoires technologiques, des profils de compétences, à développer des ressources. Puis notamment ce qu'on a vu dans nos travaux, dont je disais avec lequel je travaillais avec Christian et Julie Garneau notamment, c'est tout le pouvoir pour les PME de cette action collective, de collaboration, de transmission d'expériences concrètes qui contribuent positivement à leur capacité d'intégrer l'industrie 4.0 au sein de leurs organisations. Puis je pense que c'est pas mal ça, ma synthèse, si ça va. Merci. Bonjour, très contente d'être ici de parler un peu sur le sujet de notre chapitre. Donc, c'est l'économie à la demande et la gestion algorithmique. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'économie à la demande, la gig economy? Donc, si vous avez déjà pris un Uber ou vous avez, comme moi, j'utilise une plateforme TaskRabbit pour demander aux gens pour m'aider à construire mes meubles IKEA parce que j'ai zéro patience en vie. Donc, si vous avez fait ça déjà, vous êtes client de l'économie à la demande. Donc, c'est un marché qui est en pleine croissance où les entreprises comme Uber vont utiliser des travailleurs indépendants pour mener à des contrats de courte durée qu'on appelle des gigs en connectant des clients avec des travailleurs en utilisant des plateformes numériques. Donc, le chapitre que j'ai rédigé avec ma co-autrice Marie-Ève Dufour va explorer ce phénomène, ses avantages, ses inconvénients et le monde souvent caché de la gestion algorithmique. Donc, les plateformes de travail numérique sont propulsées par des algorithmes, ce qui sont des programmes qui vont gérer toutes les transactions sur les plateformes, donc l'attribution des tâches à l'évaluation des performances des travailleurs. Ce qui est très efficace pour des organismes du gig economy. En fait, c'est très efficace, c'est non dispendieuse pour les organisations comme Uber, mais il faut se demander c'est quoi l'expérience des travailleurs. Est-ce qu'ils aiment ça? Donc, une des principales attractions pour les travailleurs, c'est d'avoir de la liberté. On entend toujours « be your own boss » dans le gig economy. Et c'est quelque chose qui est très attirant, mais il y a un autre côté de ça. Bien que les plateformes semblent offrir l'autonomie aux travailleurs à la surface, souvent, les plateformes vont utiliser des contrôles qui sont plus subtils pour assurer que les travailleurs qui sont des travailleurs indépendants et non des employés légaux vont fonctionner dans l'intérêt de l'organisation. Donc, on peut imaginer qu'on croit qu'on est presque terminé notre chiffre comme chauffeur de Uber, mais maintenant, on va recevoir un petit texto qui dit « Ah, mais continuez, vous êtes juste il vous manque 10 $ pour avoir un petit bonus si vous faites 2 autres clients. » Donc, c'est subtil et on peut dire qu'on travaille avec un patron invisible et robotique. Donc, bien sûr, il y a des avantages pour des travailleurs qui travaillent sur ces plateformes, mais on voit qu'il y a aussi de l'insécurité, d'isolement et c'est sur une surveillance constante par les algorithmes. Donc, dans notre chapitre, on examine les impacts psychologiques de la gestion algorithmique pour comprendre c'est quoi les impacts sur les travailleurs, d'être évalués, classés et même mis dehors par un algorithme. C'est clair que ça peut être dehumanizing. Oui, excuse-moi, beaucoup de synonymes dans ce mot, et frustrant. Puis on explore aussi le rôle des RH pour intervenir, pour équilibrer un peu les nouvelles pratiques et assurer que les travailleurs à la demande et les travailleurs sur plateforme sont traités de façon qui sont plus équitables et plus justes et humaines et non seulement comme des points de données. Donc, peut-être le message clé de notre chapitre est le fait que pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'économie à la demande.
mais il faut quand même adresser tous les défis et le côté psychologique, les impacts négatifs sur les travailleurs. Et le message clé est si les organisations sont capables de gérer bien cette transformation, on peut avoir une économie à la demande qui fonctionne très bien pour les entreprises, les clients et surtout les travailleurs. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Ariane et Xavier en premier lieu, parce que ce fut un plaisir vraiment d'être chapeauté par vous. Vous avez fait ça vraiment de main de maître et je tiens à le remercier parce que ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve que c'était vraiment très agréable avec vous. Donc pour ma part, au fond, la première question que je me suis posée, que avec Xavier, on a longtemps cherché comment aborder les choses. Et la façon dont je l'ai libellé, c'est le droit du travail québécois dispose-t-il d'un cadre réglementaire suffisamment polymorphe et complet pour répondre aux enjeux posés par l'introduction de l'IA dans nos contextes de travail non syndiqués. Je vous dirais qu'à l'issue de cet exercice-là que je me suis infligée, j'y ai apporté une réponse nuancée parce que oui, on a quelques outils éparses, mais souvent bien insuffisants. Et au-delà de cela, comme ça a longtemps été évoqué à travers les différents séminaires, enfin différentes conférences qui ont été données ces jours-ci, le droit du travail étant fragmenté, il est écartelé entre diverses lois. En conséquence, il n'y a pas une solution simple pour régler l'IA, mais il en faut une qui soit quand même relativement simple, à la fois puissante et globale, et aussi uniforme, parce que justement pour contrer ce phénomène qui est justement la fragmentation de notre droit du travail. Les défis sont multiples d'un point de vue juridique, puis on est au balbutiement néanmoins, car l'IA, elle enregistre, elle surveille, elle contrôle, elle calcule, elle dicte, elle utilise, elle prédit les faits et les gestes des personnes qui travaillent, parfois de façon intrusive. Donc tous ces termes, et puis il y a peut-être encore d'autres verbes qu'on pourrait attacher à ce que fait les systèmes d'intelligence artificielle. Puis encore aujourd'hui, ces systèmes proposent beaucoup d'autonomie, de liberté, qui souvent nous donnent une certaine forme d'acceptation. Et c'est aussi ça la problématique, mais accentue, comme tu l'as souligné il y a quelques minutes, le pouvoir discrétionnaire de ceux qui pilotent en arrière, qu'ils soient visibles ou invisibles. Alors, le chapitre, je l'ai divisé en deux sections. Tout d'abord, en m'intéressant au fait que parfois l'IA est un outil entre les mains des gestionnaires des ressources humaines. Et à travers ça, j'examinais, au fond, il peut être utilisé dans les processus d'embauche, donc comme tri de CV par exemple. Et dans ce contexte-là, c'est surtout la discrimination. Donc ça, c'était la première partie, petit 1. La deuxième partie, l'IA est aussi utilisée comme un outil de surveillance et d'évaluation de la performance. Donc tout ça implique aussi la question du rendement. Puis on a des outils déjà en droit du travail associés à ça. Le problème, c'est avec qui on communique. La deuxième partie concerne davantage l'IA comme chef d'orchestre des transformations de l'organisation et du travail salarié. Et dans cette section-là, j'ai essayé de voir au fond quand l'IA facilite la transformation du travail ou du geste au travail posé par le salarié, c'est quoi les possibilités de réponse? Et finalement, dans cette deuxième partie-là, j'ai aussi abordé le fait que l'IA peut, à toute fin pratique, mettre un terme, donc supprimer l'emploi salarié. C'est sûr qu'il existe un cadre normatif présent au Québec, que ce soit à travers le Code civil, que ce soit à travers la Charte québécoise des droits et libertés, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, plus des directives,
mais c'est nettement insuffisant en regard de la problématique que pose l'IA à cet égard. Alors, en conclusion, j'esquisse, je dis bien avec un grand E majuscule, peut-être des solutions, parce que c'est certain qu'il faut renforcer cette protection-là. Et d'un point de vue concret, je trouve que l'enjeu, c'est vraiment la façon dont on conçoit. Donc, d'aller à la racine de la problématique, comment on conçoit ces outils d'intelligence artificielle. Il m'est apparu essentiel que ce soit un organisme public qui dispose de l'expertise nécessaire, qui ne soit pas non plus teinté par ses propres intérêts, qui puisse justement discipliner et donner davantage de transparence à ces systèmes d'intelligence artificielle pour qu'aussi les salariés, les syndicats, enfin moi je m'intéressais aux non-syndiqués ici, mais qui pourraient éventuellement être syndiqués, puissent avoir une voix. D'ailleurs, je passe la parole à mon collègue qui justement s'intéresse. Merci beaucoup, Erwana. En prélude, dans le prolongement de ce que tu as dit, Sarah, moi aussi, j'ai très très hâte d'entendre les questions de Christian. Pourquoi? Parce que juste avant de rentrer dans la salle, il a eu le bon goût de me mettre en confiance en me disant, Vincent, ce chapitre, c'est vraiment pas le meilleur que tes produits. Donc, premier point, merci beaucoup de m'avoir mis dans cette bonne disposition d'esprit, Christian. On se taquine beaucoup avec Christian, il faut le savoir. Premier point. Deuxième remarque, j'ai 3 minutes pour vous convaincre qu'il a tort, parce que moi, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé écrire et que je pense, à mon avis, apporte quand même quelques éléments à la conversation scientifique. Alors, sur quoi porte mon chapitre? Et il s'intéresse au syndicalisme 2.0 et la question que je me pose, c'est est-ce que ce syndicalisme 2.0 existe? Et si oui, à quoi ça ressemble? La prémisse de cette recherche, c'était, j'ai commencé à travailler sur le sujet au début des années 2010. Époque, on a vu apparaître tout un tas de nouvelles organisations alternatives qui transformaient les manières de faire grâce aux nouvelles technologies. Il y a eu des nouveaux partis politiques qui se transformaient grâce à la technologie, les partis pirates en Islande, en Allemagne, etc. Il y a eu des nouveaux mouvements sociaux, Occupy, MeToo, Black Lives Matter, qui avaient de nouvelles manières, qui ont réinventé le militantisme grâce à la technologie. On a parlé de coopératisme, de plateformes, donc des nouvelles organisations coopératives qui renouvelaient le genre grâce à la technologie. Et je me suis dit, si toutes ces organisations militantes arrivent à se renouveler grâce à la technologie, pourquoi les syndicats n'y arriveraient pas? Donc ça, c'était la question qui guidait ce chapitre. Et la conclusion un peu déprimante à laquelle on est arrivé en faisant la synthèse de la littérature qui s'est écrite depuis 10 à 15 ans sur le sujet, c'est que globalement, le syndicalisme s'est peu transformé grâce aux nouvelles technologies. Et c'est ce que j'appelle la logique de transposition. C'est-à-dire que la plupart des syndicats se sont appropriés les nouvelles technologies, mais la plupart des syndicats se les sont appropriés pour faire ce qu'ils faisaient déjà. Donc, ils ont utilisé de nouvelles technologies pour opérer de la même manière, mais à moindre coût, un peu plus rapidement, etc., mais sans transformer leur logique d'action profonde. Mais en revanche, il y a quand même quelques îlots d'espoir de syndicats qui ont profondément transformé leur manière de faire. C'est ce que j'ai appelé la logique de transformation, où on a vu des syndicats qui se saisissaient des nouvelles technologies pour revoir leur manière de mobiliser, pour revoir leur stratégie de mobilisation, qui ont hybridé les anciennes manières de se mobiliser avec les stratégies issues typiquement des nouveaux mouvements sociaux, qui se sont emparés des nouvelles technologies pour revoir leur manière de communiquer vis-à-vis du grand public et qui ont mené des campagnes extrêmement efficaces à cet égard ou qui ont profité des avantages des nouvelles technologies pour créer de nouveaux types d'alliances, notamment des alliances qui sont opérées avant tout en ligne avec des acteurs numériques, des acteurs digitaux. Donc voilà les principaux messages qu'on peut tirer de ce chapitre qui, j'espère, vous convaincront davantage que Christian. Merci. Bon, mais voilà, je crains Christian, moi aussi maintenant. C'est la première fois. En plus, j'arrive en retard, terrible, beaucoup de pression. En ce qui me concerne, mon chapitre n'a pas une prétention scientifique au sens où je ne présente pas les résultats d'une recherche que j'ai faite, mais il procède d'une question que je me suis posée. Quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, au fait, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de l'éthique des usages qu'on fait de l'intelligence artificielle? Donc, dans quel contexte on l'utilise? Est-ce qu'on parle de l'intelligence artificielle comme industrie, parce que c'est une industrie, l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on parle d'éthique de l'intelligence artificielle plus au sens de l'éthos de l'intelligence artificielle? Donc, autrement dit,
la culture que l'intelligence artificielle transporte et, je dirais, formalise lorsqu'on l'implante, puis surtout lorsqu'on la développe. Ce qui fait qu'au début de la rédaction, j'ai commencé par rédiger un chapitre qui faisait plus long qu'une dizaine de pages. Je suis monté dans la vingtaine, mettons. Puis là, je me suis dit, mais non, c'est un éditorial de longue forme que tu es en train de faire. Envoie ça à The Atlantic, et maintenant rédige ce qu'on t'a demandé de rédiger. Fait que je me suis dirigé plus vers les gestionnaires avec une idée en tête, c'est que le risque éthique, le principal risque éthique avec l'intelligence artificielle, c'est sans doute du côté des managers qu'on le trouve. La raison est assez simple, c'est que ces gens-là sont super occupés, ils sont très dans le jus, ils cherchent des solutions techniques souvent, donc ils se laissent souvent, je dirais, emporter par les sirènes du technosolutionnisme, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire la complexité dans les organisations, qui sont des systèmes d'une extrême complexité. On veut la réduire, puis ça donne bien, on a quelque chose qui permet de le faire un peu à notre place en se présentant comme l'automatisation de certaines fonctions de l'esprit ou de la pensée qui est capable de rationaliser ou d'optimiser un certain nombre de processus. Ce qui fait que dans ce contexte-là, acheter des solutions d'intelligence artificielle, puis des solutions d'intelligence artificielle d'ailleurs, on m'a demandé si dans le texte, il fallait parler de solutions d'intelligence artificielle, puis j'ai dit non, on parle de systèmes d'intelligence artificielle. Puis si possible, on parlerait de systèmes qui automatisent certains aspects de la pensée ou de l'intelligence et non pas d'intelligence artificielle pour qu'on arrête d'utiliser ce terme-là. Mais bon, c'est lui qu'on a, on est prêt avec. Ça fait que je me suis dit, je vais essayer de parler aux managers d'une façon qui va peut-être les situer dans le débat, puis en même temps leur donner quelques outils conceptuels pour essayer d'identifier, je dirais, les risques. Au lieu de passer par une éthique de l'IA qui serait fondée sur des principes, sur la recherche de principes communs, alignés avec les valeurs d'une société qui se dit démocratique, ben, je me suis dit, on va en parler de ça, évidemment, parce que ça n'a pas beaucoup de dents. C'est un peu décaféiné comme critique, comme moyen, souvent. Puis je m'excuse, j'ai participé aussi à la rédaction de la Déclaration de Montréal, puis c'était génial, c'était un bel exercice, mais dans les faits, ça n'a pas vraiment de dents, pour me tourner vers la gestion du risque, en disant à mes collègues managers, bien, vous avez des zones de risque qui ne sont pas que des zones associées à la sécurité de l'information. Parce que ce qu'on voit dans le moment, c'est un glissement de l'éthique vers la sécurité. Plus ça va, moins on parle d'éthique, plus on s'en va vers la sécurité. Mais en fait, on appelle ça de l'éthique de l'IA, mais on parle de sécurité de l'information, de cybersécurité, de risque réputationnel, de risque organisationnel, etc. Fait que mon chapitre voulait surtout mettre la table sur ces enjeux-là en montrant que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est rien d'intelligent, c'est un algorithme, puis qu'au fond de l'algorithme, ce que ça fait, c'est que ça discrimine de l'information. Donc, forcément, il va y avoir une forme de discrimination qui va avoir lieu. Il y a une forme, donc, d'influence sur notre façon dont on comprend le monde, notre façon dont on comprend la production des savoirs, la production intellectuelle, puis la consommation des savoirs. Pensez à ChatGPT, si vous avez enseigné, vous avez sans doute une idée de quoi je parle là-dessus, sur la relation avec le savoir. Puis ça, ben, ça doit être réfléchi pas simplement en termes de risque ou en termes d'éthique des affaires, mais en termes d'alignement avec ce qu'on veut comme société. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA? C'est quoi notre projet de société avec cette technologie-là qui a plein de promesses, mais qui pour le moment a des propriétaires? Puis si un message, c'est un angle mort de mon chapitre, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on s'intéresse un peu trop aux usages de l'IA, puis pas assez aux propriétaires qui, eux, ont un projet de société à l'esprit. Ce qui fait que j'ai essayé de placer le chapitre de façon à ouvrir des portes vers ce projet de société-là qui est anticipé, je dirais, donc avec les valeurs qui commandent ou qui dirigent, qui guident le développement de ces systèmes-là, en même temps de donner je dirais, un certain nombre d'outils conceptuels, ouais, c'est ça, pour permettre à des gestionnaires ou à d'autres personnes qui ont à travailler avec l'IA de se faire une tête, puis de voir quelles sont les différentes fenêtres qui peuvent ouvrir pour essayer d'aligner ces systèmes-là avec les valeurs organisationnelles, avec leurs propres valeurs, mais aussi avec un projet de société qui fait de la place à un système ou à des systèmes qui pourraient s'avérer très bénéfiques, mais qui, pour le moment, il ne faut pas l'oublier, ont des propriétaires. Fait que voilà un peu mon chapitre. Je pense que ça va faire 4 minutes à peu près. Je vais me lever, sinon je tourne le dos à la moitié de la salle. Alors, voilà, je vais me mettre là. C'est intéressant, Frédéric, que tu parles du manque d'éthique, des problèmes éthiques au niveau des gestionnaires, parce que quand on parle aux gens, notamment aux représentants syndicaux, sur la surveillance électronique au travail, qui est l'objet de notre chapitre, c'est un des principaux soucis qu'ils ont. C'est-à-dire que les gestionnaires peuvent se servir de ces outils-là pour régler des petits comptes, par exemple,
aller voir un ami au service informatique, aller consulter quelque chose dans le dossier de quelqu'un. Et c'est une des choses qui est remontée. Alors, notre chapitre avec Xavier, Luc Cousineau et Étienne Charbonneau, donc sur la surveillance électronique au travail, commence par retracer très brièvement l'historique de la surveillance au travail parce que ça date d'au moins 2000 ans au Moyen Empire égyptien avec la construction des pyramides. La surveillance au travail, ça n'a vraiment rien de nouveau. Mais le problème, c'est que maintenant, on a, avec les avancées de l'IA et des algorithmes, des patrongiciels. Donc en anglais, ça porte le doux nom de bossware. Avec des noms de logiciels incroyables du genre Staff Cop, Kick Idler, etc. Et ces patrongiciels-là, ils analysent à la fois les performances des travailleurs, mais aussi leur comportement et leurs caractéristiques personnelles. Ça peut aller aussi loin que les antécédents médicaux et les profils génétiques pour les applications, par exemple, de suivi de bien-être en entreprise. Donc, dans ce chapitre, nous retraçons l'historique très brièvement. Nous présentons 3 grandes catégories de surveillance. Donc, la première, c'est tout ce qui a trait à la surveillance de l'activité en ligne, quel site web vous consultez, les frappes de clavier, les mouvements de souris, l'analyse des courriels, l'utilisation d'emojis. La seconde, c'est la surveillance par caméra et audio, y compris la prise de photos, vidéos ou même la surveillance de l'écran de manière permanente au travail. Et la troisième, c'est la géolocalisation et toutes les mesures biophysiques. Nous synthétisons là aussi très brièvement les recherches qui commencent à être abondantes en fait sur la surveillance au travail pour montrer que les effets sur la performance sont peu ou pas significatifs. D'accord. Par contre, les effets sur le stress des travailleurs, eux, sont significatifs. Et nous analysons 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est l'opacité de ces technologies de surveillance, puisque l'employeur divulgue très rarement clairement ce qui est surveillé et à quelle fin. Par exemple, sur la plateforme coworker.org, qui est une plateforme anglaise, on recense 118 produits que vous pouvez acheter sur le marché qui se vantent d'être indétectables par les travailleurs. Autrement dit, un argument commercial de vente, c'est vous n'aurez même pas à informer vos employés, ils ne s'en apercevront pas. Voilà. Les mesures qui sont fournies aux managers sont fournies sous forme d'indicateurs dont on ne sait pas trop comment ils sont calculés, par exemple un baromètre du moral. Et puis, il y a un sérieux problème de dénaturation, ce qu'on appelle le function creep, puisqu'on peut mettre en place, par exemple, des technologies d'analyse de sentiments qui sont présentées comme des moyens d'améliorer le bien-être et l'engagement des employés, mais qui se retrouvent en fait utilisés pour mesurer la productivité et prédire le comportement, par exemple, des intentions de démission. Le second problème, c'est les inégalités et la discrimination. On sait tous qu'il y a des taux élevés d'erreurs d'identification, notamment pour certaines catégories comme les femmes, les personnes à la peau foncée et les jeunes. Et le troisième, c'est l'intrusion dans la vie privée, puisque quand on est dans une logique de quantification du soi avec des Apple Watch, des Fitbit, et puis de ludification, donc d'incitation par le jeu, on a du mal à résister à toute cette collecte de données, mais on s'aperçoit que quand on livre ses antécédents médicaux ou ses profils génétiques, c'est quand même extrêmement invasif. Dans le chapitre, nous émettons aussi des recommandations pour les chercheurs, pour les syndicats, pour les décideurs publics. Le premier, c'est de mieux documenter la prévalence de ces outils-là, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur leurs effets, notamment leurs effets supposés, mais on ne sait toujours pas quelle est la proportion exacte d'employeurs qui les utilisent chez les employeurs. Rowana disait avec qui est-ce qu'on peut communiquer. Effectivement, c'est un gros problème. Donc, je tiens à mentionner, nous avons travaillé avec le service aux collectivités UQAM, avec Xavier, avec Yannick Provost-Savard, à un projet avec les 3 centrales syndicales CSN, CSQ et FTQ. Et vous trouverez sur le site internet du service aux collectivités UQAM ainsi qu'à l'Assemblée nationale du Québec un guide pratique qui explique toutes les catégories d'outils de surveillance électronique et leur prévalence au Québec, puisque nous avons pu documenter celle-ci. Il y a également un webinaire que nous avons fait qui se trouve sur le site internet et que vous pouvez consulter. Et la deuxième recommandation que nous faisons, c'est de documenter l'utilisation qui en est faite par les gestionnaires. Parce que ça, c'est une boîte noire incroyable. C'est vendu, c'est acheté, mais comment est-ce que c'est utilisé? C'est un gros point d'interrogation. Merci. Première, je ne suis pas Tania Sabat. Juste pour vous aviser, parce que c'était au programme, je pense.
Ça aurait dû l'être. Et Xavier m'a écrit en début de semaine. Puis il dit, Christian, puis là, il me dit, il m'a presque supplié, c'est que vous imaginez ce que ça va lui coûter au cours des prochaines années en termes de croissant, de café. Là, il m'est redevable. Mais je ne regrette pas d'avoir eu l'occasion de parcourir le livre parce que je trouve que presque tous les chapitres sont formidables. Et j'ai bien aimé je dirais, le ton du livre qui ouvre les débats plutôt que de fermer les débats. Et ça, je trouve que c'est un plus. Puis je pense que tu l'as mentionné, Xavier, dès le départ. Il est beaucoup trop tôt pour arriver avec des conclusions définitives sur comment l'IA est en train de transformer. Puis je trouve que chacun des chapitres soulève les bonnes questions. Et je pense que ça va être un ouvrage qui va être lu, qui va être apprécié, et parce qu'il est de lecture aussi, on sent qu'il est riche, il est profond, mais c'est pas compliqué. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux écrire, là, des fois je donne des textes à mes étudiants, j'ai des étudiants de doctorat ici, je donne des textes, là, puis ils me disent aïe, 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 tu sais, je dis, est-ce qu'il aurait pu pas le dire plus simplement? Et je trouve que vos chapitres sont rédigés d'une manière facilement accessible, mais avec énormément aussi de contenu. Donc, félicitations aux auteurs et félicitations à Ariane et Xavier parce que vous avez fait un travail, je trouve, absolument qui va servir dans l'enseignement et j'ose espérer que les gestionnaires vont aussi lire cet ouvrage-là. Je trouve que le livre il est traversé par une tension qu'on observe dans le domaine de l'IA. C'est la tension entre l'épanouissement et l'asservissement. Qu'est-ce que ça nous donne, l'IA? Est-ce que ça va être un outil qui va nous permettre de nous développer, de s'épanouir, ou si au contraire, on va plutôt s'enfermer dans une espèce de logique et on va devenir dépendant de la machine à la Zuboff, ou on pourrait nommer plusieurs auteurs qui vont un peu dans ce sens-là. Et je veux surtout ouvrir la discussion. Donc, je vous propose un buffet des 5 continents. Et vous choisirez les auteurs dans qu'est-ce que vous voulez piger dans ce buffet-là. C'est parce que j'aimerais ça vous repasser la parole. Je ne veux pas parler pendant 20 minutes. Là. Je vais vous repasser la parole, puis vous prendrez ce qui vous intéresse dans ce buffet-là. Le premier élément, je trouve, qui est abordé beaucoup dans plusieurs chapitres, c'est la question de l'autonomie. Et c'est la question de savoir est-ce que la technologie ou l'IA nous libère ou nous enferme dans une cage de verre. Et je pense que les chapitres de Urvana, Nadia et Ariane abordent cette question-là de plein fouet. C'est toute la question de la surveillance. Vous l'abordez directement, mais c'est abordé aussi dans le chapitre de Nadia, c'est abordé dans le chapitre d'Urvana. Et on sait que ça prend différentes formes, cette surveillance-là, et on ne sait pas comment les acteurs vont composer avec ça. Donc ça, je trouve, c'est un premier élément du livre qui m'apparaît particulièrement important. Le deuxième élément que je pense est également particulièrement intéressant, c'est autour de la régulation. Et là, il y a toutes sortes de formes de régulation. Urvana l'aborde de plein fouet avec la régulation notamment juridique, mais Frédéric aussi, quand tu nous parles de l'éthique, le soft regulation qu'on appelle. Comment on fait le lien entre la régulation plus molle, la régulation plus dure? Et je trouve que Urvana nous amène dans ce que moi j'appelle, je ne sais pas si ça va être d'accord, mais c'est toute la question de l'expérimentation avec les nouvelles formes de régulation. On est dans ce processus-là en ce moment. Et je trouve que je ne pense pas que les jeux sont faits, mais il faut savoir comment on peut orienter ces formes d'expérimentation-là, effectivement, pour assurer davantage de protection. Donc, ça, c'est les deux thèmes que je trouvais qui étaient couverts pratiquement dans presque tous les chapitres. Les deux autres thèmes qui suivent, c'est autour des acteurs. Premier groupe d'acteurs, c'est les gestionnaires, les experts, les GAFA de ce monde. Puis je trouve que vous posez une question quand même assez importante, c'est la question de la responsabilité puis de l'imputabilité.
on ne sait pas, tu parlais de l'algorithme, je pense à Ariane, puis tu parlais de la méthode de surveillance. Qui fait quoi avec quoi? Qui est impliqué dans ces processus-là? Puis on ne sait pas qui est imputable. Puis au bout du compte, il n'y a presque plus personne qui devient imputable par rapport aux algorithmes. Et on ne sait pas comment. Donc, si on ne sait pas qui est imputable, on ne sait pas comment le réguler. Et donc, il y a vraiment une problématique il faut documenter beaucoup plus qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'intelligence artificielle. Le deuxième acteur important que j'ai relevé, c'est les contre-pouvoirs. Hein. C'est les syndicats. C'est la société civile. Bien sûr, Vincent l'aborde directement, mais il y en a d'autres acteurs, d'autres auteurs aussi qui traitent cette question-là. Et la société civile a de la difficulté à prendre en charge. Et dans le chapitre, l'excellent chapitre de Vincent, il fait bien ressortir, en fait, comment les syndicats ils ont de la difficulté à composer avec l'IA pour en faire un outil qui pourrait leur permettre d'être davantage, de mobiliser davantage et de pouvoir contrôler les conditions de travail, mais ils ont de la difficulté à utiliser l'outil, mais aussi à le rendre pertinent pour leur propre action collective. Donc, il y a toute une dimension ici de contre-pouvoir qu'on ne saisit pas encore parce que souvent, on ne saisit pas c'est quoi l'intelligence artificielle. Puis ça, je trouve que ce point d'interrogation-là dans vos chapitres, c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment ça se définit? Comment ça s'opérationnalise? C'est encore la grosse boîte noire. Hier, j'ai trouvé ça intéressant. Lise Langlois intervenait dans un atelier que je présidais. Puis elle parlait de la boîte noire puis de la boîte blanche. Puis elle disait comment on peut transformer cette boîte noire-là en boîte blanche pour être en mesure, donc, de pouvoir intervenir. Parce que là, on ne sait pas trop. Tu sais, quand on regarde un peu les algorithmes, puis ça ressort notamment dans votre texte, Nadia, on peut dire que ça, c'est visible. Après ça, il y a tout l'invisible. Puis après ça, il y a tout le caché. Puis il faut lever le voile sur l'invisible et sur le caché. Et je pense que ça, c'est un des éléments clés. Mon cinquième point, et je l'avais écrit avant que tu parles, Frédéric, c'est toute la question de la justice, de l'équité, de la démocratie. Et donc, on s'en va vers quel type de société avec cette IA-là. Et là, c'est vraiment ouvert. Le débat est ouvert, mais honnêtement, les données actuelles ne sont pas encourageantes. On a des syndicats qui sont complètement démunis. On a des gestionnaires qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui ne savent même pas comment ça marche, qui sont je dirais, qui ne contrôlent pas les incertitudes liées à l'intelligence artificielle et ils sont dépendants des experts. Puis les experts, ben, ils sont enfermés dans une espèce de logique où on n'est pas capable de savoir où est-ce qu'ils vont nous amener vers l'avant. Donc, je pense que le défi que vous nous posez dans votre bouquin, c'est comment nous, on peut essayer de redéfinir et rediriger l'IA comme chercheurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'action collective? Quel type de méthodologie on doit développer? Puis quel type de théorie on doit mettre en œuvre pour essayer d'aborder les questions d'IA? Et ça, peut-être que nos vieilles théories sont plus bonnes. Il faut développer de nouvelles théories. Il faut développer de nouvelles méthodologies. Mais moi, je trouve que le livre, quand je lisais les chapitres, je n'ai pas tout lu au complet, tous les chapitres. Là. J'ai lu les chapitres que vous avez écrits, mais je n'ai pas lu tous les chapitres. Je trouvais qu'il nous amenait vers cette réflexion-là. Comment, comme chercheur, on peut contribuer à domestiquer l'IA, à rediriger l'IA. Je reviens un peu, pour ceux et celles qui étaient au colloque, la plénière d'ouverture, où on se demandait, c'est quoi le rôle des chercheurs? On peut faire des bonnes recherches, mais est-ce qu'on est aussi des acteurs sociaux qui doivent essayer d'influencer le cours des choses? Et je pense que dans votre livre, vous nous donnez des outils pour aller dans cette direction-là. Puis ce que je trouve fabuleux, tu nous disais que déjà, il va être utilisé dans les cours de maîtrise, mais que ça demeure un outil pour les étudiants pour faire avancer la recherche, entre guillemets, la science autour de ces questions-là. Donc, je vous laisse piger dans le buffet.
que vous voulez? Là, je te passe la parole, Xavier, si tu veux faire l'animation, ou je peux continuer. Mais il me semble que, je ne sais pas s'il y en a un. Vincent, toi, tu dois avoir une. Tu sais, mettons, là, je vais continuer d'abord, là, parce que sinon. Vincent, question de justice sociale. Merci pour cette excellente question, Christian. Effectivement, moi, en fait, ce qui m'a le plus travaillé, là où j'avais sans doute les espoirs les plus grands et les déceptions ont été les plus fortes, c'est au point de vue renouveau de la démocratie syndicale. Et quand tu soulignais les risques, et c'est ce qu'on a constaté aussi, la démocratie sociale est mise en danger par la technologie. Plus grande préoccupation que ça a généré, cette synthèse de la littérature, c'était les doutes les craintes que faisait peser cette technologie sur les enjeux de démocratie sociale, parce que elle rend les syndicats moins efficaces d'un point de vue sociétal, parce que le jeu des algorithmes qui gouvernent notamment les médias sociaux tendent à invisibiliser les syndicats. Donc cette voix qui est nécessaire dans la discussion sociétale tend à disparaître parce qu'elle est étouffée par les algorithmes. Ces mêmes algorithmes des réseaux sociaux tendent à désorganiser la démocratie à l'intérieur des syndicats et à compliquer passablement la délibération entre les membres et à polariser les opinions et à rendre très difficile la prise de décision en collectivité. Et la petite touche d'espoir quand même malgré tout, c'est que les organisations syndicales qui ont malgré tout réussi à innover, y compris à revitaliser leur démocratie syndicale, sont allées chercher des expertises, y compris technologiques, ailleurs, pour faire en sorte que la technologie soit les meilleurs effets de la technologie puissent être greffés sur le fonctionnement des organisations syndicales. Donc voilà, parmi les quelques éléments de réflexion à ta très bonne question. C'est une excellente question, en fait. Je la prendrai un peu à rebours, si vous voulez bien. Sur la question de la justice sociale, vous savez que les grands leaders technologiques, Dario Amodei, par exemple, qui est le CEO de Anthropic, qui fait Claude, Sam Altman, Vinod Khosla, qui a financé OpenAI au départ, mais qui est un milliardaire en capital. C'est un capital risqueur, en fait du capital de risque. Marc Andreessen aussi, le fondateur de Netscape, qui a fait fortune dans les années 90, qui était nommé le Golden Geek, en fait, a fait fortune aussi là-dedans. Ces gens-là adorent écrire des essais quasi philosophiques sur comment ils perçoivent la société, puis comment ils pensent que le changement technologique et l'innovation technologique devraient être mis de l'avant dans une société, et nulle part il n'est question de justice sociale. Il n'est pas question de ça. Ce qui est question, c'est en fait remplacer les processus délibératifs, les processus de dialogue social par des technologies qui permettent d'automatiser puis de les rendre de plus en plus efficients. Un exemple assez patenté de ça, c'est le blockchain, les crypto-monnaies, crypto-actifs, appelez ça comme vous voulez, qui peuvent servir aussi comme un objet financier spéculatifs, là, tout à fait valables là, si on a envie de ça dans la vie, mais qui sont aussi utilisés puis qui sont dans des essais de délibération, en fait, automatisés. Donc, une recherche de consensus automatisé à l'intérieur d'une blockchain. C'est des projets qui sont financés souvent par OpenAI, notamment par Anthropic, par Amazon, par ces gens-là. Puis là-dedans, il n'est pas question de justice sociale, il est question d'optimiser les processus puis les mécanismes de régulation de nos sociétés. Dans certains cas, c'est du technosolutionnisme un peu naïf qui pense que par là, on va avoir une société qui est mieux rodée puis la richesse va se redistribuer un peu magiquement, hein, comme on sait, de façon normale. On va arriver avec des technologies à rendre le capitalisme numérique raisonnable, donc à résoudre les problèmes du travail, les contradictions que ça soulève, les conflits d'intérêts, ce genre de choses-là, à l'aide de technologies, à condition de les adopter. D'où l'idée d'avoir une culture numérique puis une pensée numérique, ce genre de choses-là. Ça, c'est ce qu'ils ont dans leur esprit. Dans le cas de certains, ça va jusqu'à non, ça va plus loin que ça, on est en guerre. Ils ont des visions géopolitiques. Fait que pour eux autres, la technologie, c'est il faut gagner sur la Chine. Vinod Khosla, par exemple, c'est comme ça qu'ils perçoivent ça. Fait que le développement de l'intelligence artificielle, c'est gagner sur la Chine. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas de justice sociale là-dedans. Pour avoir un dialogue social, il faut être capable de rebâtir des raisons communes, donc des ponts avec cette façon-là de comprendre le monde, qui est une façon très ingénieure, très fonctionnaliste de comprendre la société, puis voir comment nous autres, on se situe dans ce projet de société-là qui nous est proposé. À mon humble avis, évidemment, c'est un éditorial que je fais. Là. Il n'y a pas de recherche scientifique derrière, là, parce que c'est encore très jeune. Mais je pense que c'est vers là qu'on devrait aller. Comprendre comment ces gens-là pensent, c'est quoi leur projet, essayer de s'intégrer dans leur discours, dans leurs controverses, parce qu'il y en a des controverses, surtout sur X, si vous avez le courage et la patience d'aller faire un tour là-dessus.
Mais vous pouvez me le demander, je les suis quand je suis capable. Mais c'est ça. Bref, il y a tout un travail de compréhension de c'est quoi cette vision technologique-là derrière l'intelligence artificielle. Puis ça, je pense que si on veut recréer ou penser la justice sociale à l'ère du numérique, je pense que ça va être un passage obligé de s'intéresser à cette philosophie du développement-là, si on veut. Merci. Je vais peut-être juste ajouter un peu, mais peut-être répondre aux dernières questions que vous avez posées au sujet de qu'est-ce qu'on devrait faire comme chercheur. Donc, je pense que je suis peut-être la seule ici qui vient du domaine de TI, mais je pense qu'il faut qu'on s'intéresse du côté technologique, mais pour résoudre à des problèmes qu'on voit maintenant dans la société avec l'IA et en particulier avec le gig economy, euh, il faut que les chercheurs travaillent de façon interdisciplinaire, selon moi. Puis je sais, comme les académiques, on a une tendance de rester dans nos petits clics et de parler ensemble. Donc, moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a des chercheurs comme Ariane et Xavier qui invitent des chercheurs qui viennent des autres domaines pour prendre des conversations. Même ma collègue que j'ai rédigé le chapitre avec, c'est quelqu'un qui travaille en RH, puis je fais souvent des collaborations interdisciplinaires. Je pense qu'avec des wicked problems, ça prend cette approche, une approche avec d'autres disciplines et de parler avec des praticiennes, donc transdisciplinary collaboration, parce que ça bouge très vite en plus, puis ça prend, c'est des problèmes qui sont tellement complexes que ça prend des perspectives très différentes pour résoudre à ces problèmes. Puis même les théories que moi, je pense qu'on devrait, ben, moi, je préfère utiliser pour comprendre un peu ces phénomènes, c'est des théories socio-technical theories, ce qui est à la base un peu interdisciplinaire, et de travailler avec des personnes qui viennent de l'RH pour intégrer aussi une perspective human-computer interaction, parce que c'est sûr, il y a la côté humaine et il y a le côté technologique, puis on doit les fusionner ensemble pour vraiment mieux comprendre et être capable vraiment d'avancer ce domaine et assurer qu'on va créer des choses qui fonctionnent bien, qui sont efficaces, mais qui vont être, qui vont aussi promouvoir notre bien-être comme personne, comme travailleur et la société à laquelle on devrait vivre. Donc, c'est ça. Toutes sortes de belles questions et toutes sortes de belles interventions. Moi, ce qui vient en tête, il y a très très longtemps, j'avais lu l'ouvrage de Robert Reich, 1994, qui était alors à l'époque ministre du Travail, sous Bill Clinton, je crois. Et il parlait des manipulateurs de symboles qui étaient au sommet. Puis ensuite, il y avait évidemment, ça a égrené. Puis il y avait une hiérarchie très structurée de la société. Et puis, évidemment, les manipulateurs de symboles faisaient effectuer le travail par des gens qui, à toute fin pratique, ne sont que des exécutants. Et à l'heure actuelle, je trouve que nous sommes beaucoup dans l'exécution et que malheureusement, les manipulateurs de symboles sont très, très loin. Puis on n'a pas du tout pénétré, on n'a aucun droit puisqu'ils sont propriétaires. Donc, l'enjeu, il me semble, il est là et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens d'amener. Ce côté pluridisciplinaire qui est essentiel. Puis peut-être que je ne suis pas du tout spécialiste, mais il me semble que nous aurions besoin, parmi les disciplines, comme je pense à Leroy-Gourhan, l'outil, l'homme et l'outil, enfin de revenir à je cherche le terme de la discipline, ça va me revenir, à l'anthropologie, pardon, pour comprendre au fond un outil, ça devrait demeurer un outil qui est utile pour l'homme, qui rend justice. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que fait cet outil. On ne sait pas pourquoi l'utiliser. Alors le droit, normalement, il observe le droit. Dans le droit romain, les jurisconsultes, ils observaient les différents phénomènes sociétaux. Puis après, ils essayaient de comprendre comment le droit pouvait, par exemple, compenser monsieur ou madame. Aujourd'hui, on ne sait pas tellement comment faire parce que tout ça est devancé. De la même façon que on ne sait pas exactement comment fonctionnent ces algorithmes, à moins d'être
des gens extrêmement spécialisés. Et même vous, j'imagine que vous n'avez pas, parce qu'ils recrutent, ces grandes organisations recrutent parmi les meilleurs penseurs, enfin tout ce qu'on veut. Je ne sais même pas quel type de métier c'est, en tout cas, bref. Donc voilà. Et ensuite, tu posais une autre question sur la mollesse du droit ou le droit dur. Pour moi, le droit dur m'apparaît, enfin la complémentarité entre les deux, mais certainement pas du droit mou. Le droit mou ne donne aucun résultat parce que là, encore une fois, on fragmente en fonction des organisations. Donc, il faut un corpus législatif, mais encore faut-il que ce corpus législatif puisse s'approprier cette réalité qui est encore aujourd'hui nébuleuse. Et il me semble que on parle beaucoup de l'IA, des algorithmes, mais il y a des choses plus simples en fait qui déjà entraînent quelques soucis pour les travailleurs et pour les gens dans la vie quotidienne. Simplement la numérisation de nos vies, la numérisation du travail qui engendre la connectivité constante, qui fait que c'est très difficile maintenant de se détacher du travail parce qu'on peut travailler partout, tout le temps, et qu'on se sent toujours un peu coupable qu'on aurait pu finir tel dossier ou parler à tel client ou tel étudiant, etc. Et puis dans nos vies également, même dans la vie personnelle, c'est devenu difficile de, je ne sais pas moi, prendre une marche dans les bois tranquille, sans avoir des notifications sur son téléphone ou des appels. Donc simplement, la digitalisation génère des problèmes auxquels je crois que les individus seuls sont absolument incapables de résister ou de réguler par eux-mêmes. Donc là, je pense que une des seules solutions possibles, c'est la régulation collective. Je vois au moins deux niveaux. Je vois la régulation par le droit et puis celle par les syndicats, par l'action collective. C'est le bon colloque pour en parler. Par le droit, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, en Europe, on a le RGPD. Je vais peut-être vous surprendre, mais l'équivalent chinois du RGPD, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur la Chine, est extrêmement protecteur, la loi PIPL. Alors attention, hein, il protège les gens des entreprises privées, pas du gouvernement, c'est un petit détail, mais enfin en tout cas, il est extrêmement corsé et bien étudié. Et en Amérique du Nord, on est très peu habillé, hein, par rapport, je ne vais pas dire tout nu, mais quand même très peu habillé par rapport à ces problèmes-là. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'au Québec, il serait grand temps de travailler sur le droit à la déconnexion. Ils l'ont fait en Ontario, pourquoi pas ici. On pourrait travailler sur l'interdiction de certaines formes de surveillance, l'obligation pour l'employeur de divulguer quel outil il utilise, pourquoi, combien de temps il conserve les données, pour en faire quoi en bout de ligne. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut agir rapidement. C'est tout à fait possible, envisageable. Et le deuxième levier, c'est l'action collective. Et là, je dois dire que je reviens sur notre projet service collectivité avec les centrales syndicales. On est quand même très, très fiers parce qu'à l'issue de notre projet, les syndicats ont développé des clauses types de conventions collectives qu'ils sont déjà en train de négocier, notamment à la CSN. Donc, on a maintenant des documents qui circulent avec, dans la prochaine convention collective, n'oubliez pas, vous allez négocier sur la surveillance électronique et voilà les clauses que vous allez pouvoir négocier. Et il est possible aussi qu'ils soient en train, bon, il y a des tas d'enjeux, beaucoup de sujets différents pour les syndicats, mais nous, on les encourage à aller demander de la législation. Je pense qu'en dehors de la législation, là-dessus, on ne se sortira pas d'affaire. Il en faut. Il faut une volonté politique. On a eu 2 projets de loi qui ont été déposés en droit de la déconnexion puis qui n'ont pas abouti. Le problème, c'est la volonté politique derrière. Mais effectivement, on doit élire aussi une bonne personne, probablement. Peut-être un mot sur la régulation. Puis c'est ton intervention tantôt. Le chapitre que j'ai écrit, c'est un chapitre où je me disais c'est le yin ou le yang que je positionne. Fait que j'ai été pour le yin, fait que c'est l'aspect un peu positif, action collective, comment on peut mobiliser les acteurs pour intégrer ces technologies-là. Le côté yang, c'est ce que tu soulevais, que souvent on a entre nous dans nos discussions, c'est-à-dire que toutes ces prises de décision-là, les idées en arrière, il y a du pouvoir, il y a des intérêts. Donc, poser la question de la régulation, poser toutes les questions qu'on se pose, pour moi, c'est toujours une question de pouvoir, de savoir quel type d'acteur est en arrière ou en avant, qui a l'avantage à ce qu'on conserve un certain statu quo ou qu'on mette en œuvre certains changements. C'est des vieilles questions, dans le fond, hein? Mais moi, je le conçois tout le temps comme ça. Donc, sur ces questions-là, je me dis, c'est qui les acteurs en arrière? C'est quoi leurs intérêts? Pourquoi on cherche à pousser certains types de solutions et pas d'autres?
C'est ça. Je ne sais pas à quelle réponse je réponds, mais c'est mon commentaire de fin. Merci, une discussion très riche. J'ai beaucoup aimé ton commentaire tantôt, Christian, quand tu disais que la notion d'empowerment transcende un peu les chapitres. Pour moi, c'est mission, pour nous, je pense que c'est mission accomplie parce que c'était une des choses qu'on souhaitait fondamentalement. Puis je vais être très bref. Tantôt, on parlait de justice sociale. Ça m'a amené sur le champ de la justice climatique, en fait. Puis évidemment, il y a beaucoup d'autres thématiques qu'on aurait voulu aborder dans le livre, mais il faut se limiter. Déjà, il y a 15 chapitres. Mais parmi les chapitres, ou un chapitre que j'aurais aimé avoir, c'est un chapitre sur l'extractivisme de l'IA. Extractivisme, bon, on parle un peu de l'extractivisme de l'IA en termes de travail, notamment le chapitre de Noura, je pense, avec les travailleurs de plateforme, bon, qui amènent beaucoup de données pour alimenter l'IA, mais il y a l'extractivisme en termes de données, bien sûr, mais il y a l'extractivisme en termes de ressources naturelles et qui cause des grandes inégalités dans le monde. Bon, ce sera pour un prochain livre. Voilà, ou deuxième édition, oui, voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Merci. C'est bon comme ça, on m'entend? Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très riches. Et je suis arrivé dans cet atelier en étant fatigué, mais félicitations parce que c'était clair et j'ai tout suivi. Alors, vraiment, merci beaucoup. Je suis juriste, moi je suis chercheur en droit à Paris. Voilà. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Bon, parce que je pense que vous avez une connaissance bien plus claire et précise que moi des conditions dans lesquelles ces services d'intelligence artificielle sont implantés, utilisés dans l'entreprise. Alors, on parle des questions de pouvoir et comment faire en sorte que les travailleurs et leurs représentants puissent avoir leur mot sur le déploiement de ces services dans l'entreprise. On parle de passer la boîte noire à la boîte blanche. Moi, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que faut-il être en mesure de comprendre comment fonctionne l'algorithme et comment fonctionne l'IA pour peser sur elle? Parce que pour comprendre ce que c'est un algorithme, comment ça fonctionne et ce que c'est l'IA, bon, c'est compliqué, quoi. Je pense que ça va prendre du temps. Et je mets à la place des travailleurs, de leurs représentants, qui s'engagent dans un mandat. Alors là, j'ai ma vision évidemment du droit français, hein, mais qui s'engagent dans un mandat, qui doit traiter beaucoup d'aspects, de questions sociales, de questions économiques, de questions de formation, maintenant de questions environnementales, de questions numériques. Ça fait beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut, parce qu'il y a un courant important dans l'IA, sauf faire de ma part, sur l'IA explicable, explainable AI. Bon. Alors voilà, vous, c'est quoi votre avis? Est-ce que pour avoir du pouvoir, il faut comprendre ces algorithmes, il faut comprendre l'IA, ou là, le droit qui observe peut se contenter quelque part d'observer les conséquences, les effets sur la vie privée, la vie personnelle, la surveillance, et se contenter de dire, bah là, il y a une limite, et peu importe la façon dont ce contrôle est constitué techniquement, mais nous, ce qui nous importe, c'est les conséquences. C'est vraiment, j'ai pas la réponse à cette question, et je voudrais avoir votre avis. Je veux dire, dans l'idée qu'on contrôle uniquement les faits, on n'est pas dans le curatif. Enfin, on n'est pas dans le préventif. Et je pense que d'entrée de jeu, il faudrait que la façon dont est conçu, puis ça, je me tourne vers ma collègue, devrait faire l'objet d'équipes multidisciplinaires dans lesquelles on puisse intégrer différents spécialistes. Il y a les spécialistes techniques, mais il y aurait aussi des juristes qui soient en mesure de voir, de prédire les faits. Parce que si on attend chaque fois qu'un effet, tu le sais aussi bien que moi, c'est des procédures judiciaires, c'est un coût en Amérique du Nord, donc c'est irréaliste. Alors, puis moi, j'ai envie de te retourner la question parce que vous avez un organisme en France qui s'appelle la CNIL ou d'autres organismes qui, est-ce qu'ils font ce travail-là ou à tout le moins, est-ce qu'ils déblayent le terrain? Parce que il me semble que d'attendre que le produit soit fait et en action au sein des organisations, il est déjà trop tard. Ça sera vraiment assez court. En fait, je m'excuse, je vais retourner la question.
Au lieu de se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment comprendre l'IA pour être capable de l'intégrer de manière responsable dans une organisation, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire ce serait bien si les gens qui développent l'IA, des solutions d'IA, comprenaient les humains au travail en le développant? Puis ça, c'est un des effets du technosolutionnisme, de dire voici une technologie qui est très difficile à comprendre, qui peut résoudre plein de problèmes. Est-ce qu'il faut la comprendre pour bien l'utiliser? C'est une bonne question, c'est une question nécessaire, mais je crois qu'il faut être capable, à un moment donné, de retourner la question. J'ai 2 exemples. À un moment donné, j'étais dans une conférence sur l'utilisation de l'IA en recherche, en éthique de la recherche, par exemple. Puis je me trouve dans une situation un peu hallucinante où j'ai un collègue en sciences plus dures, moi je suis plutôt en sciences sociales, qui dit, bien, nous autres, on utilise des outils génératifs, donc des systèmes d'IA génératifs, pour remplir les demandes de certification d'éthique. Parce que ça va plus vite, c'est plus efficace, etc., etc. Puis c'est un gros travail administratif, fait qu'on le fait un peu pour nous. De l'autre côté, j'ai des gens en comité d'éthique qui disent, ah, nous autres, on s'est associé avec quelqu'un qui fait de l'intelligence artificielle pour utiliser un système d'intelligence artificielle générative qui prend le document puis qui nous fait une synthèse. Fait que, fait que je dis, OK, à quelque part, il y a quelqu'un qui ne sait pas parler. Ça veut dire que le développement d'un outil, il n'y a pas eu des chercheurs ou des éthiciens ou des gens comme ça qui ont été impliqués d'un côté. De l'autre côté, du côté des éthiciens, des éthiciennes à la recherche, ils ne se sont pas posé de questions non plus. Puis là, on se retrouve dans une situation où il y a 2 systèmes d'intelligence artificielle qui produisent une quantité phénoménale d'informations, qu'on a besoin d'un autre système pour réduire l'information puis réduire la complexité. C'est un peu terrible. Deuxième exemple, où, encore une fois, si on avait mis à partie des approches ou de la recherche ou des scientifiques avec des approches sciences humaines ou sociales, par exemple. Deuxième exemple, aux États-Unis, je pense que c'était à l'hôpital quelque chose de Saint-Louis, ils ont décidé de mettre de l'avant un système d'intelligence artificielle prédictif. Le but étant de prédire les patients, les patientes qui auraient des cas chroniques, par exemple, des maladies chroniques. Parce que ces personnes-là ont accès à des programmes particuliers de soutien puisque ça coûte très, très, très cher. C'est donc une bonne chose d'être admis dans un programme comme ça. Les développeurs du système d'intelligence artificielle prédictif se sont dit, mais on ne peut pas aller dans la tête des gens puis comprendre c'est quoi le malaise. On ne peut pas comprendre la douleur, on ne peut pas comprendre comment les gens reçoivent des soins. Ce qu'on peut comprendre, par exemple, c'est l'hôpital qui nous donne des données. Puis ce qu'on a comme données, c'est les montants que les gens ont mis dans leurs soins. Ils ont fait un système d'intelligence artificielle prédictif qui fonctionne à partir des montants que les gens payent. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes chroniques, qui n'ont pas d'argent aux États-Unis, notamment des communautés, des enfants, ce genre de choses-là, ce qui fait que le système d'intelligence artificielle prédictif s'est mis à favoriser seulement les gens qui avaient assez d'argent pour se payer des soins d'avance. Puis là, encore une fois, est-ce qu'on est en train de l'utiliser correctement, le système de l'organisation? Mais la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi, au départ, on n'a pas forcé l'hôpital à intégrer des gens qui font de la recherche en sciences humaines et sociales, qui sont des spécialistes en soins, pour documenter la chose, puis pour expliquer ça? Je suis sûr qu'on aurait vu le problème très rapidement. C'est pour ça que, je m'excuse, c'était plus long que je pensais finalement. C'est parce que c'est des batailles d'experts. Je pense qu'on ne s'en sortira pas. Ça tourne autour de ça. Il y a tous des débats en ce moment en sociologie autour de la tension entre la gestion technocratique et la gestion démocratique. Et c'est les technocrates qui sont en train de gagner. Et ça, les technocrates, c'est des experts. Et c'est des experts qui se font enfermer dans des logiques. Ça me fait penser au travail, pour ceux qui connaissent Flischberg. Flischberg, dans un ouvrage qu'il a fait, il disait « Knowledge is power and power is knowledge ». Puis ça, les experts, ils l'ont compris. Puis je pense, pour revenir à votre question, elle est tout à fait pertinente. Il faut s'occuper du savoir et il faut contrôler le savoir. Et si on laisse ça aux experts, même les experts universitaires comme nous, on est dans la chenoute. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment démocratiser le savoir et je pense que ça passe par là. Et c'était ça l'intervention de Lise quand elle parlait de la boîte blanche. Elle dit la boîte blanche, c'est beaucoup plus long, ça va être beaucoup moins rapide, mais à terme, ça va nous permettre d'avoir une société beaucoup plus démocratique qu'une société dominée par une gang d'experts puis une société technocratique. J'ai fait un petit pitch pour l'OVIA ici, mais c'est juste que je trouve que c'est un enjeu fondamental. J'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'était très
very rich, mais peut-être, je ne sais pas si on serait capable de tout comprendre de l'IA. Il y a même les experts qui ne sont pas capables de comprendre ou de l'expliquer. Donc, je pense que c'est quand même important de peut-être pas se baser de tout comprendre, mais de au moins comprendre c'est quoi les limites, parce qu'on va jamais, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les limites de ces types d'IA, parce qu'on sait pas, we don't know how big or what they will be capable of doing, but we know what their shortcomings are. Puis si on est capable de comprendre c'est quoi les shortcomings, on est capable de réagir en conséquence. Donc, c'est ce que j'ajouterais. Alors, on n'est peut-être pas en mesure de comprendre l'IA, mais on est en mesure de comprendre qu'il est vendredi 18h20. Alors, je propose qu'on s'arrête. Et le cocktail est juste ici. Et je propose qu'on se donne une main d'applaudissement collective pour ce livre.